El pueblo unido jamás será vencido. 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 Bonjour camarades. Le compositeur classique et romantique russe Tchaïkovski un jour a dit « S'il n'y avait pas la musique, il y aurait vraiment de quoi devenir fou ». Je ne suis pas convaincu que beaucoup de camarades ici seraient fous s'ils n'écoutaient plus de musique classique. Mais je peux me tromper. Mais je commence avec ça en fait, pour dire qu'on doit faire un effort d'imagination. Et je vous invite à faire un effort d'imagination aussi aujourd'hui. D'imaginer un monde sans peinture, un monde sans musique, un monde sans chant, un monde sans littérature, sans poésie, sans cinéma, sans théâtre. Certains diront aussi sans série, surtout sans série. Tout comme Tchaïkovski, je crois qu'il y a beaucoup de camarades ici qui deviendraient fous. Ce serait un monde sordide, insupportable et misérable. On ne survivrait pas dans un tel monde. Et sans la recherche de quelque chose de plus beau, de plus grand que la réalité actuelle, la vie n'aurait pas beaucoup de sens. Et donc l'homme exprime de façon générale, comme Trotsky le dit, à travers l'art, une exigence de harmonie, une exigence de plénitude de l'existence, c'est-à-dire justement ce bien suprême dont nous prive la société de classe ou, avant l'existence des sociétés de classe, la misère. Donc l'art remonte à l'aube de l'humanité. Comme on l'avait écrit en dessous de la présentation de l'atelier aujourd'hui, au fait, l'art, c'est extrêmement humain. L'émergence de notre espèce, l'Homo sapiens, mais certainement aussi avant l'Homo sapiens, l'homme de Néandertal, même l'Homo erectus, se fait et s'accompagne de l'émergence de l'art et de la réalisation d'art. Cet art est encore très très embryonnaire. En fait, c'est une anticipation de l'art. L'Homo erectus fait ce qu'on appelle sa première expression d'esthétique dans les bifaces, sorte de pierre à tout faire, à racler, à couper, etc. Une pierre à tout faire qu'on pourrait peut-être comparer à une sorte de couteau suisse préhistorique. En tout cas, en Belgique, les couteaux suisses sont connus, peut-être pas ici, c'est peut-être un pur produit d'exportation, le couteau suisse, mais c'est ceux à quel tu peux faire tout et n'importe quoi. Mais le biface servait à ça, au fait. Et si vous regardez bien, les archéologues et autres ont bien observé et étudié le biface, et ils découvrent, au fait, dans le biface, quelque chose, c'est-à-dire dans la façon dans laquelle le biface est fait, est produit, est poli, des fonctions qui vont au-delà de la fonctionnalité de celle où le biface sert à racler, à couper. Ils y découvrent, au fait, une des premières expressions de sens esthétique. On trouve la même chose chez les Néandertals, qu'on présente souvent comme une version, en fait, très idiote de l'Homo sapiens. Mais en fait, le Néandertal était capable d'art assez abstrait, rien de comparable avec ce qu'on va faire ou ce qu'on va découvrir dans les grottes de Lascaux ou Altamira plus tard. Le Néandertal déjà était capable d'expression artistique et avait un sens de l'esthétique. Et en effet, je crois que l'expression artistique, la recherche du beau, fait partie de notre génétique et de notre psychologie. L'art et la possibilité aussi d'activité artistique définissent l'homme et s'y va aussi
le séparer des autres vivants, des autres animaux. On va me dire, oui, mais en fait, regardez l'étoile que peuvent tisser les araignées. C'est quand même très beau. Les abeilles construisent des ruches d'une beauté extraordinaire. Et je crois que oui, on ne va pas nier qu'il y a une sorte d'esthétique dans ce que peuvent réaliser certains animaux. Mais cette esthétique, il est le résultat d'un instinct, plus que d'une réflexion. Leur esthétique n'est pas pensée à l'avance, il est donné, au fait, par l'instinct. Donc, l'homme prend possession de la nature en le transformant. L'art est une forme de travail. Le travail humain, c'est ce travail-là qui est transformateur de la nature et qui sera aussi le début de la culture. L'homme devient homme grâce aux outils qu'il produit et qu'il utilise. Et il n'existe pas d'humain sans outils, et il n'y a pas d'outils sans homme non plus. L'homme était capable de transformer la nature car il dispose d'un outil très 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 spécial. Vous avez tous cet outil. Probablement vous en avez deux. Deux mains. C'est la main, en fait, qui était capable, avec la vision et la station debout, de manipuler subtilement des objets et de les soumettre à ses besoins. Donc l'outil le plus décisif dans le processus d'humanisation du mammifère qu'on était, c'est la main. Engels écrit un excellent article sur ce sujet-là. Il y a marxiste autrichien Ernst Fischer, qui a écrit un livre assez extraordinaire qui s'appelle « La nécessité de l'art ». Il dit « La main est l'organe essentiel de la culture, l'initiateur de l'humanisation ». Thomas d'Aquin, un théologue et philosophe du XIIIe siècle, présentera la main comme l'organe de tous les organes. Il y a une formule latine, organum organarum. Il ajoutera au fait, l'homme possède deux choses, la raison et la main. Donc avant Engels, en fait, déjà les philosophes avaient découvert l'extrême importance de ce formidable outil, c'est-à-dire qu'est la main humaine. Le processus de travail de l'homme sur la nature, avec sa main, donnera naissance aussi à la conscience humaine. Il s'agit d'un processus long, laborieux, qui aboutira justement à la réalisation encore très primaire d'une conscience humaine, et qui dit existence consciente dit aussi action consciente. Donc l'homme se distingue par sa capacité d'action consciente, contrairement aux animaux. L'art est aussi un phénomène social, une activité sociale. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. À quoi ressemble cet art premier? J'en ai déjà révélé quelques secrets là tout à l'heure sur le biface. Le premier art, il est symbolique. Les archéologues s'émerveillent devant l'esthétique du biface. Mais il n'y a pas que le biface. Il y a l'art abstrait du Néandertal. Et puis il y a, ce que vous connaissez tous, on a tous appris ça à l'école, les fameuses scènes de chasse dans les grottes de Lascaux, Altamira et d'autres endroits. Et cette peinture, elle est toujours sujette à interprétation, voire spéculation. Pourquoi, je veux dire, cette peinture? Pourquoi aller peindre dans des grottes très profondes, dont l'accès était extrêmement difficile? Une première constatation s'impose, mais cet art-là ne servait pas à être vu. Ce n'est pas un art décoratif, ce n'est pas un art à être exposé. Aujourd'hui, une bonne partie des artistes sont obsédés par l'exposition, la galerie, le musée. Mais le premier art ne servait pas à décorer.
En fait, très probablement, cet art avait une fonction magique. Magique dans le sens où il servait à invoquer des forces naturelles, occultes ou réelles, afin de favoriser la chasse. Parce qu'on voit sur ces scènes de chasse, en effet, des mammifères qui sont des véritables réserves de protéines dont avaient besoin, en fait, l'homme et la femme de la préhistoire. D'ailleurs, j'utilise homme pour éviter tout mauvais procès. Quand je dis homme, je dis être humain. Mais là, donc aussi bien femme que homme, mais sur cette question-là des peintures rupestres, il y a quand même quelque chose d'intéressant que les archéologues ont découvert les dernières années. Et en effet, pendant très longtemps, les archéologues du XIXe siècle, qui connaissaient que des peintres masculins, ont dit au fait, les peintures étaient le fait des hommes, des masculins. Mais aujourd'hui, on découvre que grâce à l'analyse ce que nous on interprète comme des signatures manuelles, les mains négatives qu'on retrouve à côté des dessins, il est possible maintenant en fait de découvrir le sexe de ces mains. Et on découvre en fait que beaucoup de ces peintures ont été réalisées par des femmes, et pas seulement par des hommes. Le grand peintre Picasso, quand il verra en fait des reproductions de ces peintures rupestres, s'exclamera « Nous n'avons rien inventé ». Il est extrêmement humble, on n'a rien inventé. Le gars qui est au sommet de sa gloire artistique, dire qui est un pionnier, etc., de la forme, de la couleur, des sujets, dire en fait, on n'a rien inventé. Et en effet, quand on regarde de tout près ces peintures, quand on prend le temps de les regarder, on est fasciné par la beauté, par la précision aussi de la reproduction des animaux. Remarquable, très peu de peintures rupestres représentent l'homme ou le chasseur, ou quand le chasseur est représenté, il est représenté de façon enfantin, en fait, très simplifié. Surtout, c'est les animaux qui sont au centre de ces peintures-là. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas un art décoratif, je voudrais ajouter que ce n'est pas un art individuel non plus. C'est un art collectif et social. Et un art qui probablement n'était pas la spécialité de quelques personnes. Aujourd'hui, on dit « Ah, toi, tu es artiste. » Un artiste, oui, c'est quelqu'un qui a un don, le don de l'art, de l'expression artistique, et donc c'est une spécialité. Et moi je ne suis pas artiste. Et donc on est opposés l'un à l'autre. Et très probablement, les premières expressions artistiques étaient l'expression d'une collectivité. Il n'y a pas de statut particulier. Ce n'est pas individuel, comme j'ai dit tout à l'heure. L'art aussi, dès le début, dans sa fonction magique, mais pas seulement magique. J'ai lu des articles qui disaient que la magie avait un rôle très important dans cette expression artistique, mais probablement aussi le fait d'être impressionné par la lumière, par les couleurs, jouait déjà un rôle dans la stimulation, en fait, des premiers êtres humains et de leurs premières expressions artistiques. Mais essentiellement, très probablement, c'était un art avec une fonction magique. Mais l'art, en fait, et l'artiste, dès le début, va se identifier avec la religion, la science et la médecine. Les chamans, ils utilisent ce mot-là, les magiciens, ceux qui invoquent les forces surnaturelles ou les forces occultes, étaient aussi bien médecins que... Médecin, c'est un terme, c'est un anachronisme, vous me comprenez bien. Il n'y avait pas de médecins à l'époque, mais ceux qui soignaient, et aussi bien ceux qui connaissaient un peu de ce qu'aujourd'hui on va appeler la science. Donc le peintre était chasseur, magicien, médecin, tout en un.
Et je crois que ces peintures rupestres illustrent aussi très bien comment l'art est lié, dès sa naissance, à la vie matérielle, à la production matérielle de la survie humaine. On est là dans des sociétés que les marxistes appellent le communisme primitif, des sociétés sans classe sociale, très égalitaires socialement et sexuellement, basées sur une pauvreté collective, sans surplus économique, qui n'autorise pas la cristallisation d'une touche socialement privilégiée. La main, ce symbole de l'outil humain, qui a transformé l'homme et développé le cerveau de l'humanité, c'est aussi le travail manuel. Je ne sais pas quelle est votre expérience scolaire, mais moi, ma première grande indignation et traumatisme, c'est quand, en fin de primaire, il n'y a plus de micro là. Voilà. Je consomme trop de batterie. On ne m'invitera plus. En fait, ma première grande indignation et frustration, je vais l'avouer, c'est qu'en fin de primaire, on nous a séparés, après des tests soi-disant scientifiques, psychomédicaux sociaux, le centre PMS, on nous a invités, c'était une injonction, toi tu vas faire dans l'enseignement général, toi tu vas dans l'enseignement technique, toi tu vas dans l'enseignement professionnel. Et donc on séparait, encore aujourd'hui je crois en grande partie, dire l'éducation et la formation manuelle de la formation intellectuelle. Et en fait, à l'aube de l'humanité, il n'y avait pas de différence entre travail manuel et travail intellectuel. C'était un. Alors, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On peut se poser la question, l'art est-il nécessaire? Je vais vous avouer autre chose. C'est l'après-midi des aveux. Quand j'ai commencé à militer, et quand je feuilletais le journal, je m'arrêtais avant la rubrique culture. Je disais, j'ai pas le temps pour ça. Honnêtement, j'ai pas le temps pour ça. C'est une distraction. À quoi ça sert dans mon engagement révolutionnaire? Je crois que c'est exposé ici, et cette discussion, et tout ce produit à l'international depuis plusieurs années, sert à vous convaincre, à nous convaincre, en fait, que l'art est vital pour un révolutionnaire. Mais on peut se poser la question, l'art est-il nécessaire pour l'humanité? Oui. À nouveau, je vais citer ce marxiste autrichien Fischer. Il dit, l'art est nécessaire pour que l'homme puisse reconnaître et changer le monde. L'art, c'est également nécessaire en vertu de la magie qui lui est inhérente. Et donc, je crois que l'art, c'est une forme d'expression, c'est une forme de communication qui a développé l'humanité et qui peut nous paraître superflu. Je peux vivre sans musique, je peux vivre sans BD. Essayez de vivre sans musique. C'est pas évident. Alors, les prisonniers qu'on torture sans les toucher sont les prisonniers qu'on isole dans des cellules, qu'on coupe de tout bruit, et pas seulement de la voix, mais aussi de toute musique. Et donc, la musique ou autre expression artistique, c'est une nécessité humaine. L'art a une histoire aussi, mais son histoire n'existe pas dans le vide. Cette histoire n'est pas cloisonnée du reste des activités humaines. L'art aussi va se transformer à la mesure des conditions matérielles dans lesquelles il se manifeste. Pour être plus précis, le développement des moyens de production et des rapports de production, des rapports sociaux qui en découlent, dans une société donnée, vont marquer l'art et la culture en général. D'ailleurs, Trotsky, dans ses écrits, va dire « la technologie est la sève de la culture ». On peut en revenir tout à l'heure. Vous avez tous entendu parler du matérialisme historique, sinon vous avez entendu parler aujourd'hui. C'est l'application du matérialisme au phénomène de l'histoire. Je crois que c'est important de
d'appliquer, au fait, d'essayer d'avoir une analyse matérialiste de l'art et de l'émergence de l'art. Fondamentalement, ça veut dire que l'art est le produit d'une société et le produit d'un niveau bien particulier de moyens de production et des rapports sociaux, c'est-à-dire qui existent à un moment donné. L'art est tributaire de la science et de la technologie. La vie intellectuelle, la vie politique, les idées philosophiques, la culture, l'art en général, dépendent en grande partie des rapports sociaux et s'édifient en effet sur cette base économique déterminée. C'est que l'art aussi est l'expression de contradictions sociales, de contradictions de classe et de lutte de classe, est un outil aussi de lutte des classes dès l'émergence des sociétés de classe avec la révolution néolithique. Donc c'est très important de comprendre ça, mais de ne pas l'interpréter de façon erronée. D'éviter les raccourcis en expliquant le rapport entre idées et matière. L'art, si, est fortement déterminé par le mode de production, par les rapports sociaux, par les contradictions matérielles, etc., mais n'est pas nécessairement l'expression directe de cette base économique. D'abord, il y a une médiation qui s'opère. La médiation, ben, c'est l'artiste, sa psychologie, son tempérament, ça a une influence importante dans l'expression artistique. Donc, il faut éviter les vulgarisations et une sorte de déterminisme absolu dans les rapports entre matière et art. Mais il est clair que les conditions matérielles déterminent en dernière analyse l'expression artistique. La révolution néolithique. La révolution néolithique, c'est celle qui opère il y a 12 000 ans. Celui qui a inventé le concept, qui a compris au fait la révolution néolithique, Gordon Childe, a été critiqué à un moment donné. Josh pourra en parler peut-être tout à l'heure. On dit révolution, mais non, au fait le passage, les sociétés sans classe vers les sociétés de classe ne sont pas, selon les archéologues, passées du jour au lendemain. Mais la révolution néolithique, c'est quelque chose qui s'étend sur une longue période. On parle de temps géologique. On ne parle pas de demain ou après-demain. Mais la révolution néolithique, c'est celle, au fait, où, grâce à la technologie et l'amélioration de la technologie, l'être humain réussit enfin à augmenter, au fait, sa productivité de travail, à développer mieux les forces productives, surtout grâce à l'agriculture. La révolution néolithique, pour faire simple, c'est le passage d'une économie basée sur la chasse et la cueillette et sur la vie nomadique à une vie économique basée sur l'agriculture et la sédentarité. La productivité augmente, les richesses augmentent aussi avec la néolithique et donne la possibilité pour la première fois de réaliser ce que Marx et Engels vont appeler un surplus social. Et la possibilité, au fait, qu'une touche particulière de l'humanité ne sera plus obligée de travailler et pourra enfin se dédier à l'observation des étoiles, l'observation de la nature, à la réflexion philosophique, en fait, à observer l'humanité et la nature. C'est une véritable révolution dans l'évolution de l'humanité. C'est vraiment une minorité qui pourra, en fait, réaliser ces observations et les conclusions. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'apparaît une des grandes aliénations de l'humanité. C'est que une grande partie, au fait, de l'humanité ne possède plus les moyens de production. Elles seront accaparées par cette minorité. On voit apparaître la propriété privée des moyens de production, la terre en particulier, l'esclavage des femmes. La révolution néolithique, c'est
crois que c'est Engels qui dit, c'est la plus grande défaite des femmes, dans l'histoire. C'est là où elles sortent d'une situation grandement égalitaire et sont poussées dans une situation inégalitaire. Mais il y a une autre manifestation de cette aliénation, qui est très importante, qui est celle de la séparation du travail manuel du travail intellectuel. Cette séparation, en fait, elle annonce la séparation en classes différentes. On le sait, d'un côté, il y a ceux qui pensent et qui peuvent commander, et il y a ceux auxquels on ne demande pas de penser et qui va faire que travailler. Moi, quand j'ai fait l'UNIF, on nous a annoncé à l'Athénée, ceux qui vont faire l'UNIF se forment pour être les dirigeants de la société de demain. Comme ça qu'on nous a préparé ça. Je crois que c'est peut-être plus aussi direct aujourd'hui, mais en tout cas, c'est dans la tête de la fonction de l'université. Et il y a ceux qui font du travail intellectuel et ceux qui font du travail manuel. Et donc, cette division entre travail manuel et intellectuel, on la subit toujours aujourd'hui. Elle va naturellement aussi, personnellement, je crois que c'est un des plus grands fléaux infligés à l'humanité, cette division de travail manuel et de travail intellectuel. Mais malgré tout, cette nouvelle situation, grâce à la révolution néolithique, elle donne l'opportunité à une minorité, en fait, de créer des merveilles. Les merveilles artistiques de l'Égypte, de l'Antiquité grecque. Et on ne doit pas oublier, là à nouveau, on revient sur la discussion d'hier, sur comment juger moralement violence ou exploitation. Naturellement, on condamne l'esclavage. On est contre l'esclavage. Mais en fait, toutes ces formidables œuvres de l'Antiquité grecque qu'on voit dans les musées ont été réalisées grâce au fait qu'il y a une partie de la population grecque, dans les villes-cités, qui ne devait pas travailler et exploitait brutalement les esclaves. Hegel, le philosophe dialecticien, à ce sujet-là, avait une idée profonde. Il dit « L'humanité ne s'est pas tellement libérée de l'esclavage, mais à travers l'esclavage. » En fait, c'est le travail manuel qui est à la base de toutes les merveilles artistiques du monde. C'est important parfois à lancer dans la gencive de certains intellectuels qui disent « Nous, les intellectuels, nous sommes les grands penseurs, nous ceci, etc. etc. » En fait, ils ne pourraient pas penser, ils ne pourraient pas exister d'ailleurs, historiquement et aussi aujourd'hui, sans le travail manuel. Et c'est aussi typique aussi pour la révolution néolithique et l'émergence d'une société de classe, c'est que science, technologie, culture, notamment sur le monopole d'une minorité, mais vont aussi se séparer. Là où art, science, religion étaient une, commencent à se séparer. Et ça a des avantages, naturellement, pour la spécialisation, le développement de ces différents terrains de pensée. Le Moyen-Âge européen va être une période d'énorme recul. Avec toutes ces sociétés créées, qui ont émergé en Grèce, l'Empire romain, vont s'écrouler sous l'impact de leur propre désintégration interne, mais aussi de l'effet des invasions barbares. Barbare, c'est un terme scientifique, ce n'est pas un terme péjoratif dans ce contexte-ci. Mais ça ouvre la voie, au fait, à l'écroulement de la culture, ça ouvre la voie à la régression culturelle, technologique. Il n'y a qu'à savoir que pendant 1000 ans, au fait, la plupart des routes en Europe étaient des routes qu'avaient créées, en fait, les Romains en envahissant l'Europe. Le Moyen-Âge est quasiment un désert culturel. Je dis quasiment parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Mais tout ce que l'humanité avait produit au niveau philosophie, art, science, technologie, n'a plus accès au Moyen-Âge européen. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas,
ce sont les Arabes qui nous ont transmis le formidable héritage de la Grèce antique. À Bagdad, pendant 4 siècles, du 9e siècle jusqu'au 14e siècle, Bagdad était le centre de l'empire arabe, dans lequel se trouvait une maison qui s'appelle la Maison de la Sagesse. La Maison de la Sagesse était un grand centre de traduction, où travaillaient des centaines et des centaines de scientifiques, de traducteurs, qui servaient aussi de dépôt de manuscrits, de dépôt de connaissances. Et c'est eux qui ont transmis, en fait, plus tard, toutes ces connaissances-là et toutes ces créations artistiques qui avaient été détruites, en grande partie par l'Église catholique ici en Europe. Mais aussi, cette période-là de régression culturelle du Moyen-Âge prend fin. Elle prend fin avec l'irruption d'une nouvelle classe sociale et de nouveaux modes de production, le capitalisme et la bourgeoisie. La bourgeoisie industrielle et commerçante, d'abord plus commerçante, je veux dire qu'industrielle, va émerger et son premier grand combat va être un combat culturel, va être un combat idéologique contre la religion. Et la première forteresse, au fait, qui sera prise d'assaut par la bourgeoisie, c'est en effet la forteresse de l'Église catholique. Avec l'émergence de la bourgeoisie, naît aussi le protestantisme. Le protestantisme, c'est la redécouverte de la Bible. La Bible comme outil révolutionnaire. Et la Bible, je l'ai lue en partie. Je ne vais pas dire comme Alan Woods, je l'ai lu du début jusqu'à la fin, etc. Je l'ai lu en partie. Et je me rappelle de certaines phrases de la Bible, comme celle, vous connaissez tous, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des dieux. Il y avait clairement un contenu révolutionnaire du côté des pauvres contre les riches. Plus tard, un révolutionnaire nationaliste comme Garibaldi, qui a unifié l'Italie, a mis fin au morcellement de la péninsule, en parlant de la Bible, dira « Voici le canon qui libérera l'Italie ». Mais les premières révolutions bourgeoises, qui ne se déroulent pas tellement en France ni en Grande-Bretagne, mais aux Pays-Bas, vont prendre la forme d'une insurrection armée contre l'occupation espagnole. Une fois cette insurrection victorieuse, elle va libérer, en fait, l'art de ces chaînes religieuses et policières. On verra en effet une floraison de l'art. Amsterdam est une ville très libre, relativement libre pour le Moyen-Âge, probablement pas aussi libre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais c'est là où on voit émerger des formidables peintres. Dans l'art flamand, l'art hollandais, je dois un peu dépêcher. Et donc, ceux-là font référence, au fait, non seulement dans leurs thèmes, à des thèmes qui sont plus des thèmes religieux. L'homme, l'être humain, devient le centre de l'attention, au fait, des peintres, des poètes, de la littérature. L'être humain individualisé, comme le conçoit aussi la bourgeoisie, devient le centre de la création artistique. On affirme, via l'esthétique de l'Antiquité, on fait exploser les normes esthétiques de style du Moyen-Âge et on affirme l'humanisme à travers cette première révolution bourgeoise. Et là, vous l'avez remarqué au fait, je viens de souligner le lien entre révolution et art. Et en fait, révolution sociale, révolution économique et art. Et on va voir, jusqu'aujourd'hui, en fait, un lien très étroit entre art et révolution. La révolution anglaise et la révolution française auront un énorme impact sur la culture, pas seulement dans les pays concernés, mais internationalement. La révolution française va dynamiter, en fait, l'ordre ancien, inaugurer une nouvelle ère d'expression et d'expérimentation artistique. On voit apparaître le néoclassicisme, le romantisme, le réalisme, l'impressionnisme, etc.
La Révolution 1917 aussi va être un formidable accélérateur de l'activité artistique. Libéré pour la première fois des chaînes du capitalisme, l'art va connaître en fait une floraison assez extraordinaire. De nombreuses écoles font leur apparition, s'affrontent publiquement, violemment, démocratiquement, sans contrainte d'État. La seule contrainte qui existait, elle n'était pas les moindres, après 1917, ce n'est pas une contrainte politique, ce n'est pas une contrainte policière, ce n'est pas une contrainte administrative, mais c'est la contrainte de la pauvreté, de l'énorme arriération culturelle de la Russie. Ah, ça va. Et le niveau matériel, en effet, empêchait au fait la réalisation complète de toute une série d'expérimentations et d'innovations artistiques. Et en effet, sans un niveau matériel et technologique adéquat et culturel adéquat, il est très difficile d'arriver à une véritable émancipation culturelle, une véritable révolution culturelle. En tout cas, la révolution culturelle, elle a été initiée par 1917. Mais un exemple pour illustrer une difficulté, l'architecture, on en parle rarement. L'architecture, à l'époque, un jeune État soviétique jonglait avec une idée assez neuve, c'est celle de construire des logements et de construire des quartiers qui devaient fonctionner comme, ce qu'ils appelaient, des condensateurs sociaux. Et ça veut dire une architecture qui influence les rapports entre les humains, qui change les rapports entre les humains. Ce n'est pas une idée idiote. Vous n'avez qu'à, je ne sais pas s'il y a des HLM ici à Genève, mais il y en a à Paris, il y en a en France, il y en a en Belgique. Vivre là-dedans, je peux vous garantir que ça change ta vision des voisins, ça te change la vision de l'humanité, parce que c'est extrêmement inhumain de vivre dans des bâtiments comme ça. Mais donc l'idée centrale du condenseur social est de prétendre que l'architecture a la capacité d'influencer les comportements humains. Je crois que c'est une idée très très juste. Il y a un très bon livre que je vous conseille qui s'appelle « Ville et Révolution » d'un certain Anatole Top qui élabore tout ça. Mais quand je vous dis que l'émancipation culturelle doit aller de pair avec une véritable augmentation du niveau de vie de la population, de la société en général, je vais vous donner un exemple. Je crois que c'est plus sous Staline, mais en tout cas sous le régime stalinien, sous Brejnev, existaient ce qu'ils appelaient les palais de la femme. C'est des grands groupes de logements, palais de la femme, qui devaient illustrer, au fait, la libération de la femme des chaînes de la cuisine et du travail domestique. C'était des appartements sans cuisine. Sans cuisine. Donc, les gens pouvaient aller manger dans les cantines collectives, mais les cantines collectives étaient tellement misérables que les gens, en fait, revenaient chez eux et cuisinaient, en fait, sur un petit réchaud. Donc, on voit très bien, la déformation, la caricature de l'idée de l'architecture comme condensateur social, mais sans, en fait, les moyens et le niveau matériel nécessaire, et aux mains des bureaucrates en plus. Ça crée des situations assez intolérantes. Sous le capitalisme, l'art et l'artiste ont été commodifiés. Aussi bien l'art que l'artiste sont devenus des marchandises. Certains artistes se vendent facilement, très facilement. D'autres se révoltent. Je crois que le propre de l'art, dans toute l'histoire de l'art, c'est la révolte. C'est la révolte contre des formes, contre des styles, contre des thèmes imposés, mais c'est une révolte aussi contre la société, contre la pauvreté, contre la misère, contre la guerre, contre l'injustice. Marx, dans ses écrits, dénonce, ça c'est dans l'idéologie allemande, ce qu'il appelle la concentration exclusive du talent artistique chez quelques individualités et corrélativement son étouffement dans la grande masse des gens. C'est une belle description de la situation de l'art aujourd'hui. Je crois que
il y a un potentiel artistique dans chacun de nous. Tout le monde peut être ou devrait être artistique ou artiste. Vous avez vu le film Il Postino? Oui, c'est une question de génération, je vois. Il Postino, c'est un très beau film. Et en fait, c'est l'histoire d'une initiation poétique sur une petite île italienne, une initiation poétique d'un postier, un peu simple, pas analphabète, mais presque. Et en fait, ce film illustre, à mon avis, le potentiel humain qui existe dans chacun de nous. Le postier, le postino, va devenir un poète très différent de celui qu'il rencontre, qui est son maître, Pablo Neruda, qui est en exil sur cette île-là. Mais ça montre, en fait, et je vous le conseille de voir ce film, ça montre le potentiel humain dans chacun de nous, tant les conditions changent. Mais il ne faut pas attendre les changements de conditions. Je crois qu'on peut parfois dire entre nous, oui, mais en fait, moi, je ne suis pas assez sensible à la musique classique. Dans le communisme, je serais suffisamment sensible à toute l'expression d'art, etc. C'est pour ça que je veux le socialisme de mon vivant. Et entre-temps, j'accepte mon aliénation culturelle. Non, on n'est pas là, on n'est pas ici, on n'est pas engagé pour accepter ou tolérer notre aliénation culturelle. On est d'accord, non? Et donc, c'est aujourd'hui, je crois, que chacun de nous, chacune de nous, doit s'atteler à cette tâche aussi, de rompre cette aliénation. Naturellement, il y a des limites, mais quand même, je crois qu'on ne doit pas avoir une attitude passive par rapport à ça. Le capitalisme, j'ai dit, transforme l'art en marchandise. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine passée, il y a une vente aux enchères d'un artiste conceptuel, je crois, et il a vendu une banane scotchée à un mur pour 6,2 millions de dollars. Il a vendu ça à un grand amateur d'art qui se décrit comme crypto-entrepreneur. C'est les nouveaux amateurs d'art. C'est absurde. Rien ne justifie, au fait, sauf naturellement l'investissement capitaliste, ce prix-là. Beaucoup de... Vous avez qu'à regarder parfois les journaux, les ventes aux enchères à Sotheby ou autre part, il y a des formidables peintures, sculptures qui sont vendues à des prix extraordinaires et qui disparaissent, en fait, après, dans les coffres-forts des riches. On les retrouve dans leur salon, mais nous, on n'a pas accès à leur salon. Je crois que c'est une bonne chose pour l'art que cette banane, scotchée au mur, va disparaître dans un coffre-fort. Je conseille de le mettre dans un frigo, au fait. Et donc, il y a une partie des artistes sous le capitalisme qui produisent du vide. Et je crois que ça illustre très bien, en fait, la crise du capitalisme, qui est aussi une expression culturelle, la crise du capitalisme. Et donc, un vide, une production sans contenu. Ce qui explique aussi le mépris qu'ont plein de gens pour ces considéré comme l'art contemporain, l'art moderne. On nous dit, oui, vous ne comprenez pas. Oui, on n'est pas assez intelligent. Très probablement, on n'est pas assez intelligent. Mais parce qu'une bonne partie de cet art-là est vide. Il n'y a pas de message. Où l'artiste est incapable d'avoir un message, où il n'en a simplement pas. Et donc, l'art aussi peut jouer un rôle et sous influence des révolutions. Je vous ai sélectionné un petit poème. Regarde, je ne sais pas si vous le connaissez. Claude McKay. Quelqu'un connaît Claude McKay? Les Marseillais devraient le connaître parce qu'il a vécu longtemps à Marseille. Il a écrit 2 livres qui sont en vente dans le Vieux-Port. Un s'appelle Romance à Marseille et l'autre s'appelle Banjo. Claude McKay a participé au 2e congrès de l'Internationale communiste. C'était connu comme le bolchevique noir. Il a interviewé personnellement Trotsky.
Et il faisait partie de ce qu'on appelait la Harlem Renaissance. Et il a écrit un poème, probablement il a écrit d'autres, mais c'est celui qui est le plus connu, mais qui a joué un rôle énorme dans la prise de conscience des Noirs aux États-Unis. Leur lutte contre le racisme aux États-Unis. En anglais, c'est « If we must die ». Je vais vous faire une traduction, c'est pas moi qui ai fait la traduction. Il dit « Si nous devons mourir, que ce ne soit pas comme des porcs, traqués et parqués dans un endroit sans gloire, pendant qu'autour de nous aboient les chiens, fous et affamés, en se moquant de notre maudit sort, que notre sang précieux ne coule pas en vain, et que même les monstres que nous défions se sentent contraints de nous honorer même morts. Ô mes frères, nous devons affronter l'ennemi ordinaire. Même si nous sommes moins nombreux, montrons-nous courageux. Et pour 1000 coups, répondons d'un seul coup qui tue. Et qu'importe si la tombe qui s'ouvre devant nous, nous ferons face en hommes à la meute, lâche et meurtrière, dos au mur, mourant, mais en nous battant. C'est un appel à la révolte. C'est un appel à la révolte sans compromis. On va se battre. Si on doit mourir, eh bien, on va se battre comme on n'a jamais, veut dire qu'on ne s'est jamais battu. Ce poème a circulé, veut dire parmi les Noirs aux États-Unis. Tout comme d'autres poèmes, des chansons, certainement une que vous connaissez, Strange Fruits, qu'a chanté Billie Holiday. Ok, problème de génération. C'est une formidable dénonciation du lynchage. Tous ces poèmes-là sont le résultat de lutte et d'oppression, et de lutte contre ces oppressions, en même temps ont enthousiasmé, donné du courage. Il y a des textes, des mots, des chansons qui donnent du courage, qui animent à la lutte. Et cela aussi, c'est le rôle, je crois, de l'art. C'est cet art-là que nous voulons mettre en avant. Un art qui a un message, un art qui s'adresse à l'humanité souffrante, mais pas seulement pour décrire cette souffrance, mais aussi pour pousser à l'action. Plus récemment aussi, dans les révolutions arabes, on a vu le rôle des poèmes. Historiquement, la poésie joue un rôle très très important, c'est-à-dire dans le monde arabe et dans l'Orient en général. J'ai aussi d'autres poèmes, mais je peux le garder pour la fin, pour la réponse. Des poèmes qui ont aussi motivé, inspiré les masses en 2011. Et donc la poésie, elle est dans le monde oriental, elle est beaucoup plus présente dans la vie quotidienne, dire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, pour conclure, on doit se poser la question, c'est vrai, je lisais tout à l'heure une petite brochure, notre programme. Je ne sais plus de quelle section c'est, mais notre programme, bah oui, c'est réduction du temps du travail, de meilleurs salaires, mettre fin à ceci, vouloir ceci, etc., etc. C'est vrai, c'est notre horizon. C'est un de nos horizons. Mais notre véritable horizon, il n'est pas là, camarades. Notre véritable horizon, ce n'est pas l'augmentation salariale, ce n'est pas réduire le temps de travail, même si c'est très important. Notre véritable horizon, il est là. Cet horizon-là, ce premier horizon, il sert seulement à créer des conditions à une véritable révolution culturelle, qui sera la révolution communiste, qui sera une véritable culturelle qui va réaliser ou créer les conditions pour réaliser le potentiel humain. C'est ça notre horizon. Nous, notre horizon, c'est en effet la conquête de la culture par les masses, et en particulier par la classe ouvrière. Il ne faut pas croire que la classe ouvrière ne soit pas intéressée. La classe ouvrière, on la connaît tous, on en fait partie. Elle subit tous les jours des journées de travail éreintantes qui drainent notre énergie vitale. Le soir, même nous, on est parfois tenté par le binge-watching sur Netflix, non? Ah, là, on est dans la même génération. Parce qu'en effet, on veut compenser la journée de travail.
Mais ce n'est pas une compensation à la hauteur, au fait, de notre lutte, de notre horizon. Je crois que chacun de nous a découvert aussi l'effet transformateur de grève ou de manifestation. Les gens sont différents pendant une grève. Les gens s'humanisent pendant une grève. Les gens élèvent leur vision, leur regard pendant une grève. J'ai un ami dont le père a travaillé longtemps chez Renault-Billancourt, à Paris, l'automobile. Il me disait, mon père ne me parlait jamais de l'usine. Jamais. Sauf les jours de grève. Alors là, je dis, je ne reconnaissais plus mon père. Il n'arrêtait pas de parler. Il n'arrêtait pas de parler de choses dont je ne suspectais pas qu'il s'intéressait à ce genre de trucs. Une grève, c'est... Enfin, Simone Veil, celle qui était en 1936 dans les usines, a parlé de jour de fête. Une grève, c'est une fête. C'est aussi une fête. C'est pas seulement une fête. Mais elle souligne l'effet transformateur, au fait, d'une grève. Une révolution, c'est une grève it's. C'est ça, au fait, une révolution. Donc l'effet transformateur, il est extrêmement important d'une grève. Et en effet, nous, on ne regarde pas la classe travailleuse comme simplement une classe souffrante. Les utopistes du XIXe siècle, ou les ONG d'aujourd'hui, ou parfois même des délégués syndicaux, des collègues de travail simplement comme des gens qui doivent aider. Ces gens qui souffrent, ne sont pas au courant, etc., etc. Mais nous, on regarde la classe travailleuse pas seulement comme une classe souffrante, mais comme une classe, qui est capable de se transformer et de transformer la société. Une classe qui est acteur ou actrice plutôt de son propre changement. Et donc oui, la conquête de la culture, c'est ça notre horizon. Notre horizon, c'est créer les conditions matérielles pour que l'être humain puisse enfin s'épanouir, soit plus limité par... pas par... Parce que les mauvais psychologues imaginent être le quotient intellectuel des gens. Le quotient intellectuel, ça n'existe pas. C'est une invention. C'est extrêmement, limitateur. Je sais pas, je suis aussi passé par des tests PMS. On testait mon QI. C'est affreux. Parce qu'après, on va tous se comparer et dire « Ah, ton QI, c'est quoi, 112 ?»« Ah, moi, j'ai 115. » Et alors on abolira le QI. Certains. Mais surtout, c'est l'idée, l'homme, l'être humain, a un formidable potentiel qui n'est pas réalisé. Et le communisme créera enfin les conditions de ce potentiel et mettrait fin à ce divorce qui a été introduit par la société de classe, ce divorce entre l'art et la vie. On fusionnera l'art et la vie. Et pour la première fois, oui, je crois que tout le monde pourra être artiste, ou plutôt que l'activité artistique sera une activité comme une autre, où le matin, je vais peindre, l'après-midi, je vais travailler en usine, le lendemain, je vais sculpter, ou je vais écrire un poème, et je vais le lire à mes amis dans le quartier. C'est ça, au fait, l'avenir de l'homme, sur le communisme. Et c'est ça pour lequel nous luttons aujourd'hui. Merci, camarades. Adelante, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo